Le 4 juin 1960, 4 adolescents partent camper au bord d'un lac tranquille en Finlande. L'endroit s'appelle le lac Bodom. Ce qui devait être un simple week-end d'été se transformera en l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire criminelle européenne. À l'aube du lendemain, 3 d'entre eux seront morts, et le seul survivant est peut-être celui que tout le monde aurait dû craindre. Ce soir, on rouvre le dossier. Bienvenue dans l'un des crimes les plus glaçants jamais commis sous le soleil de minuit. Tu te réveilles dans une tente, il fait encore nuit, ou peut-être que c'est déjà l'aube. En été, en Finlande, la nuit ne tombe jamais vraiment. Le ciel reste orange, presque calme. Tout semble paisible. Les grillons chantent, les vagues du lac viennent lécher le rivage. Et pourtant, tu ressens quelque chose d'étrange, comme si une présence rôdait. Puis, un bruit, des pas, lents, lourds, sur les feuilles mortes. Et soudain, crac, une corde de la tente cède. Quelqu'un coupe les attaches. Avant même de comprendre, la tente s'effondre sur toi. Tu veux crier, mais l'air ne passe plus. Le 4 juin 1960, 2 motos traversent la campagne finlandaise. Sur l'une, Seppo Boisman et sa copine, Anja. Sur l'autre, Nils Gustafsson et sa petite amie Maila, qui fêtera bientôt ses 16 ans. Le plan est simple, s'éloigner de la ville, camper près du lac Bodom, passer un week-end tranquille, à rire, boire, aimer. Mais déjà, des signes apparaissent. Ils s'arrêtent à une petite épicerie près du lac. La vendeuse, glaciale, les observe longuement. Quand ils demandent où camper, elle leur répond « Loin, très loin d'ici ». Un conseil ? Une menace ? Maila ne peut s'empêcher de se retourner avant de partir. La femme les regarde toujours et ne sourit pas. Ils installent leur tente à l'écart, sur une petite avancée au bord du lac. Un coin parfait, à l'abri des regards. Le soleil ne se couche pas. Il effleure l'horizon, baigne les arbres d'une lumière étrange. Une belle soirée d'été scandinave. Les garçons boivent. Anja s'endort tôt. Vers 2h du matin, Maila griffonne un mot dans son journal intime. Elle écrit que Seppo est allé pêcher et que Nils est encore réveillé. Elle pose le stylo, éteint sa lampe. Elle ne le sait pas encore, mais ce qu'elle vient d'écrire sera ses derniers mots. Le lendemain, un père de famille, Esko, arrive au lac avec ses 2 fils. Il fait chaud, parfait pour une baignade. Mais sur le chemin, quelque chose attire leur regard. Une tente écrasée, déchirée et du sang. Esko s'approche, lentement. Ce n'est pas un tas de détritus, c'est un corps, un adolescent, ensanglanté, gisant sur la tente. Une jeune fille est à moitié visible sous le tissu déchiré. Esko court appeler la police. En moins d'1 heure, les forces de l'ordre bouclent la zone, ou du moins essaient. Rapidement, des curieux envahissent les lieux. Des journalistes, des passants, des enfants. Les empreintes sont effacées. Des preuves sont perdues à jamais. À l'intérieur de la tente, 2 autres corps, Seppo et Anja. Ils ont tous des blessures atroces. Fractures, coups de couteau. Maila, elle, a été massacrée. Elle est partiellement dénudée, poignardée même après sa mort. Et Nils est vivant. Il gémit, incapable de parler. Mâchoire brisée, crâne fracturé. Il est immédiatement hospitalisé. Quand il se réveille, il dit ne se souvenir de rien. La seule image qu'il garde, une silhouette sombre, debout à l'extérieur de la tente. C'est tout. La police interroge les passants. Des ornithologues affirment avoir vu un homme blond, grand, au menton carré, rôder près du campement vers 6h du matin. Un adolescent qui pêchait confirme. Il l'a vu, juste à côté de la tente. Mais cet homme ne sera jamais identifié. Puis, un nom émerge, Hans Assmann, un Allemand excentrique au passé flou. Il aurait été dans la SS, puis au KGB. 2 jours après les meurtres, il se présente à l'hôpital d'Helsinki, habillé d'une chemise tachée, de rouge. Il dit que c'est de la peinture. Mais les médecins doutent. Il est agité, ment sans arrêt. Il ressemble au portrait robot. Pourtant, la police l'écarte. Son alibi ?
Une femme qui dit qu'il était chez elle. Aucune analyse de sang n'est faite sur ses vêtements. Il disparaît du radar. Un autre suspect, cette fois local, Carl Gillström, 50 ans. Il tient le kiosque où les jeunes ont acheté leurs boissons. Il est connu pour détester les campeurs, pour leur crier dessus, couper leurs tentes, même tirer en l'air avec un fusil. Il vit à seulement 800 mètres du lieu du crime. En 1969, ivre, il avoue le meurtre à un voisin. Le lendemain, son corps est retrouvé flottant dans le lac Bodom. Suicide ou quelque chose de plus sinistre? Sa femme avouera plus tard avoir menti sur son alibi, par peur. Pendant des décennies, le mystère reste entier. Le dossier prend la poussière. Jusqu'à 2004. Les analyses ADN progressent et un détail refait surface. Les chaussures de Niels, retrouvées à 1 km du camp, sont couvertes de sang. Mais pas du sien. La police arrête Niels Gustafsson. Il est accusé du meurtre de ses 3 amis. Selon l'accusation, il se serait disputé avec Seppo, aurait été battu. Puis, vers 4h du matin, il serait revenu à la tente avec un couteau et une pierre, et aurait tué les 3 autres avant de se coucher près de Mayla, et de faire semblant d'être victime. Mais au procès, la défense répond. Ses blessures sont trop graves. Mâchoire cassée, œil fermé, incapable de marcher droit. Comment un jeune de 18 ans dans cet état aurait-il pu massacrer 3 personnes, seul, puis marcher, cacher les preuves, et revenir se coucher? Impossible. En 2005, Niels est acquitté. Il reçoit une indemnité de l'État finlandais, et l'affaire est refermée. Mais le doute, lui, reste ouvert. Était-ce Hans Assmann, le mythomane, Karl, le voisin instable, Niels, le survivant trop silencieux, ou simplement un inconnu, jamais retrouvé, jamais soupçonné, qui continue de vivre, libre, quelque part? Le lac Bodom n'a jamais livré son secret, et l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Peut-être gît-elle encore au fond de l'eau, dans les profondeurs, là où même le soleil de minuit ne descend pas.